Bienvenue dans le débat consacré à la guerre technologique entre Washington et Pékin, alors que Janet Yellen, la secrétaire au Trésor américaine, est en Chine pendant 3 jours. Juste avant de l'accueillir, Pékin a mis en place des restrictions à l'exportation sur 2 métaux rares, le gallium et le germanium, indispensables à la fabrication de semi-conducteurs pour l'un et pour l'industrie spatiale pour l'autre. La Chine évoque des raisons de sécurité nationale. De son côté, l'administration américaine envisagerait de limiter l'accès des entreprises chinoises aux services américains d'informatique dématérialisés de cloud, tels qu'Amazon ou encore Microsoft, selon le Wall Street Journal. Dans ce contexte de tension, l'ambassadeur de Chine aux États-Unis a appelé Pékin et Washington à faire un pas vers l'autre. Janet Yellen souhaite améliorer les échanges commerciaux, dit-elle. On va revenir en tout cas sur cette guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. Jusqu'où? Qui peut la gagner? Est-elle au centre des rivalités entre les deux pays? Quid de l'Europe? Janet Yellen va-t-elle, peut-elle désamorcer les tensions? On en parle avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Elvire Fabry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheuse senior sur la géopolitique du commerce à l'Institut Jacques Delors. Bienvenue à vous. Marc Julien est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des activités Chine au Centre Asie à l'IFRI. Bienvenue également. Nous avons Guillaume Gralet avec nous. Bonsoir Guillaume, Bonsoir. Journaliste, reporter high-tech au point, chroniqueur de Tech24 sur France 24. Bienvenue Guillaume. Et puis par Skype, nous avons Jean-Baptiste Monnier. Bonsoir, vice-président du think tank Asia Centre. Bienvenue à vous. Bonsoir. Merci. Vous pouvez bien sûr participer à cette émission comme tous les soirs sur le hashtag débat F24 sur les réseaux sociaux. La secrétaire au Trésor américaine, Janet Yellen, est donc arrivée à Pékin pour une tentative de dialogue après la visite d'ailleurs du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. On va faire un point en images avec Laura Rodeau. Ce sont deux superpuissances au bord du divorce. La Chine et les États-Unis, deux rivaux, le plus souvent interdépendants dans bien des domaines. Comme son prédécesseur, le président Biden veut diminuer l'arrivée d'entreprises et de technologies chinoises sur le sol américain, tout en renouant diplomatiquement avec Pékin. C'est à la secrétaire américaine au Trésor qu'incombe cette lourde tâche. Janet Yellen est en visite à Pékin jusqu'à dimanche. Nous avons la responsabilité de travailler ensemble sur des dossiers internationaux. C'est à notre portée et c'est ce que le monde attend de nous. C'est dans un contexte de guerre commerciale que les deux puissances vont se rencontrer. Mardi, les États-Unis ont envisagé de limiter l'accès des entreprises chinoises aux services de cloud, des systèmes de stockage dématérialisés sur Internet. Lundi, Pékin avait restreint les exportations de 2 métaux essentiels à la fabrication de puces électroniques. Malgré les frictions, le commerce continue. Les échanges ont même atteint un nouveau record en 2022, 690 milliards de dollars, très largement au profit des exportations chinoises. Un déficit commercial qui a continué à s'accentuer, et ce, malgré l'ensemble des mesures de protectionnisme prises depuis l'administration Trump. Et on va écouter maintenant la porte-parole du ministère chinois du Commerce. C'était aujourd'hui. Le gouvernement chinois met en œuvre des contrôles à l'exportation sur les produits liés au gallium-germanium, conformément à la loi, pour s'assurer qu'ils sont utilisés à des fins légitimes afin de préserver la sécurité nationale et de mieux remplir ses obligations internationales. Il convient de noter que le contrôle des exportations n'est pas une interdiction d'exporter et que des licences seront accordées si les exportations sont conformes à la réglementation en vigueur. Depuis un certain temps, les États-Unis abusent continuellement des mesures de contrôle des exportations pour renforcer leur répression à l'égard des semi-conducteurs chinois et diviser artificiellement le marché mondial des semi-conducteurs. Ces mesures nuisent au libre-échange mondial, ignorent les règles économiques et commerciales internationales et foulent aux pieds le principe de la concurrence loyale. Marc Julien, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est tendu.
Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. Et Janet Yellen n'a d'ailleurs pas été accueillie par un ministre, mais plutôt par un fonctionnaire. C'était d'ailleurs le cas aussi pour Anthony Blinken. Et qu'est-ce qu'elle va essayer de faire ? Eh bien, comme Anthony Blinken, probablement de renouer le dialogue. Les États-Unis ont essayé plusieurs reprises ces derniers mois, parce que là, c'est les deux plus hauts représentants du gouvernement. Mais avant eux, il y a déjà eu des représentants d'un peu moindre niveau, et puis le directeur de la CIA quand même. Donc il y a vraiment cette volonté américaine de renouer le dialogue. Le problème, c'est que les Chinois ont été très clairs lors de la visite d'Anthony Blinken. C'est aux États-Unis de faire les premiers pas dans la baisse l'abaissement des tensions. Et notamment, le fait est que les Américains aujourd'hui ont des sanctions extrêmement fortes, des contrôles d'exportation extrêmement fortes à l'encontre de la Chine, notamment sur les semi-conducteurs. Et donc là, on voit que la Chine commence à utiliser les mêmes armes, à menacer, puisque pour le moment, c'est pas encore fait. Et puis ce sera pas une interdiction, comme ça a été dit, d'exportation, mais des licences, voilà, des restrictions. Et donc là, on continue dans cette escalade très progressive depuis plusieurs mois ou plusieurs années désormais. Elvire Fabry, on est dans une escalade, parce que bon, là on citait le Wall Street Journal qui dit que les Américains donc devraient peut-être en tout cas limiter l'accès des entreprises chinoises au cloud, donc comme Amazon ou Microsoft. Ça c'est quand même très, je dirais, radical de la part des États-Unis de faire ça, d'aller aussi loin. La décision déjà de couper la Chine du savoir-faire de fabrication des semi-conducteurs, c'était déjà radical, c'était très offensif puisque ça concerne de manière transversale tous les développements technologiques. Maintenant, si je puis dire, tout a été dit là par la représentante du gouvernement chinois, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une logique de mesure de rétorsion et d'une certaine façon un petit peu de rééquilibrage, parce qu'on était presque un peu surpris de voir que la Chine jusqu'à maintenant, depuis la décision américaine d'octobre dernier, n'avait pas renforcer ces mesures de rétorsion. Elle avait annoncé déjà en début d'année 2023 qu'elle allait mettre aussi des mesures de contrôle sur les exportations de certains composants de technologies de raffinage et des composants aussi pour la fabrication des panneaux solaires, des domaines dans lesquels la Chine a déjà des positions majoritaires. Et là, elle ne l'avait pas fait. Et elle ne l'avait pas encore fait. Mais en fait, elle est en train de mettre en place tout le dispositif qui permettra d'être très offensive en ciblant soit des pays, soit des entreprises et à minima en jouant sur l'augmentation des prix. Guillaume, on est vraiment dans une guerre technologique. Alors, on parle effectivement de l'administration Biden. Vous parliez donc de septembre-octobre 2022, où ça, c'est la stratégie de Biden, mais ça a démarré avec Trump. Et au final, Biden, on se souvient de l'arrestation d'ailleurs de la directrice financière de Huawei. C'est un petit peu comme ça que ça a commencé. Oui, c'était ça. En plus, c'était la fille du fondateur, donc elle a été assignée à résidence au Canada pendant de longs mois. On se demandait ce qui allait devenir. Moi, ce qui me frappe dans cette guerre technologique qui ne cesse de gagner en intensité, c'est que c'est très difficile de rester indifférent. On l'a vu en Europe, où les gouvernements européens ont été tout simplement sommés par Washington de ne pas travailler avec Huawei. Huawei, il faut savoir qu'à l'époque, en 2020, c'était le premier fabricant de smartphones au monde. C'était l'entreprise qui déposait le plus de brevets au monde. Et Huawei, aujourd'hui, même s'ils sont encore assez bons en infrastructure de réseau, n'est plus l'ombre de lui-même. On a vraiment vu un moment Spoutnik pour les Américains. Ils se sont rendus compte avec Huawei et dans une moindre mesure avec TikTok qu'il y avait des champions technologiques mondiales qui venaient de Chine et ça, Washington a voulu l'arrêter. Jean Bézis-Monnier, vous êtes d'accord? Est-ce que la Chine devenait un rival trop puissant déjà du temps de Trump et toujours avec Biden pour que les États-Unis finissent par mettre en place vraiment, quasiment une sorte d'interdiction, en tout cas d'exportation des semi-conducteurs? Oui, la Chine devenait menaçante, évidemment. Les objectifs de Xi Jinping sont clairs. Il veut dominer certaines technologies d'ici 2030 et il veut le faire tout seul, donc ce qui présente quelques challenges. Et effectivement, donc du coup, les États-Unis sont intervenus officiellement pour limiter l'utilisation mixte ou l'utilisation militaire de certaines technologies comme les semi-conducteurs. C'était ce qui était justifié. Les tarifs sont restés, mais évidemment, maintenant, plusieurs initiatives ont été prises de part et d'autre. Les semi-conducteurs ont été lancés en octobre. Les Chinois ont rétorqué avec les mémoires, avec les matériaux critiques maintenant. Et puis, juste un instant, effectivement, il y a eu cette fuite sur le Wall Street Journal avec les serveurs d'intelligence artificielle qui seraient limités par les États-Unis. Ça peut être énorme et ça indique effectivement une direction nouvelle dans cette guerre.
Marc Julienne, pour parler justement politique, donc il y a eu Trump, on s'en souvient, et Jake Sullivan, qui est le conseiller à la sécurité nationale américain, donc a démarré cette politique qui était en fait celle de dire on tient à distance la Chine et on court plus vite. Enfin, ça c'est la traduction française, c'est-à-dire on fait en sorte de tenir à distance donc sur les microprocesseurs et courir plus vite, c'est-à-dire effectivement on a un nouveau rival et on veut aller plus vite. Est-ce qu'il y a une différence dans l'approche de Janet Yellen, donc secrétaire au Trésor, peu connue des francophones, mais elle a été patronne de la Fed, et qui serait peut-être plus libérale que quelqu'un comme Jake Sullivan, lui, beaucoup plus, je dirais, nationaliste dans son approche? Je pense que Janet Yellen reste de toute façon dans la ligne de la Maison-Blanche, en réalité, comme Jake Sullivan. Donc, je ne pense pas qu'on peut voir, certains parlent de bad cop, good cop entre certains ministres américains. Non, je crois qu'ils vont rester dans la même ligne. La difficulté pour les Américains aujourd'hui, c'est de démontrer, c'est ce qu'a voulu faire aussi Anthony Blinken, de démontrer qu'il n'y a pas de containment, il n'y a pas d'encerclement de la Chine, il n'y a pas de volonté d'entraver le système d'innovation chinois. Donc ça va être difficile. Et ce qu'essayent de vendre les Américains aux Chinois, c'est de dire il y a une compétition stratégique entre nous deux, mais on peut rivaliser, comme ils disent, vigoureusement dans certains domaines, les domaines économiques, commerciaux et donc technologiques, mais il faut impérativement que cette rivalité ne dépasse pas un certain seuil qui est le seuil militaire. Et on pense notamment au détroit de Taïwan. Et les Chinois ne l'entendent pas du tout de cette oreille, puisque pour eux, il n'y a pas on ne peut pas séparer ce qui est la dimension commerciale ou technologique et la dimension stratégique militaire, puisque ça a été dit, la Chine justement envisage la technologie comme des sauts technologiques qui vont pouvoir lui permettre de rattraper les Américains dans le domaine commercial, mais aussi bien évidemment dans le domaine militaire. Et d'ailleurs, des deux côtés, les restrictions sur les exportations, le premier argument de chaque côté, c'est la sécurité nationale. C'est éviter que la Chine aille trop loin dans des capacités militaires et vice-versa côté américain. Elvire Fabry, alors effectivement, sortir de cette stratégie de découplage, c'est un peu ça, c'est ce que voudraient dire les Américains aujourd'hui aux Chinois, mais enfin, ils ont quand même emmené, vous disiez, les Européens. On parle notamment des Néerlandais qui, en fait, eux aussi ont dû mettre en place des restrictions sur leurs exportations en Chine. Est-ce qu'ils n'étaient pas sous pression américaine ? Si, sous forte pression américaine. Ils se sont même retrouvés dans un tête-à-tête, l'entreprise, le gouvernement néerlandais, avec Washington. Mais le découplage, il a lieu. Sullivan et Yellen ont eu beau revenir, si je puis dire, sur le discours du découplage, au sens où il ne peut pas y avoir de découplage complet des deux économies, parce que pour l'échange des biens courants, de consommation courante, on vient de le voir avec encore l'augmentation des exportations chinoises vers les États-Unis, ça ne peut pas concerner l'ensemble de l'économie. Mais le découplage technologique, qui était bien le point de départ de la stratégie américaine, il est là. Tout le problème, c'est en effet maintenant de voir quelles frontières on peut établir entre les biens de consommation courante et les biens à usage dual, à usage militaire, lorsqu'on sait que des technologies comme l'intelligence artificielle, les supercalculateurs sont des amplificateurs de puissance. On peut les considérer aujourd'hui comme ça, parce que dans le domaine militaire, pour le renseignement, toutes les technologies militaires, ça va permettre de faire un bond en avant. Et donc, en effet, on est sur un terrain d'une zone grise de sécurité, où la sécurité nationale a des frontières assez floues avec la sécurité économique, voire la compétitivité économique basique. Guillaume, finalement, qui gagne aujourd'hui dans cette compétition entre les deux ? Il y a un indicateur australien qui donne vraiment quasiment un avantage à la Chine sur tout ce qui touche aux semi-conducteurs. Est-ce que c'est le cas ? On en est où de cette compétition ? Moi, il y a un indicateur que j'adore regarder, c'est le nombre d'ingénieurs qui sont formés chaque année. Et on regarde, la Chine forme grosso modo, alors ce ne sont pas forcément des ingénieurs du même niveau, mais 600 000 ingénieurs chaque année contre 70 000 aux États-Unis, enfin la capacité de formation. Donc on voit bien qu'il y a un avantage compétitif très fort en faveur de la Chine. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, en tout cas à très court terme, sur l'intelligence artificielle, qui est quand même un des gros sujets du moment, c'est que le perdant, ça va être la recherche ouverte. Il y a 1000 articles de recherche qui sont publiés chaque jour sur l'intelligence artificielle. Une grande partie était due à une collaboration entre des chercheurs américains et des chercheurs chinois. On peut redouter qu'à court terme, c'est cette recherche ouverte qui en pâtisse. Donc ça veut dire que les deux pays pourraient y perdre au final ? Dans cette espèce de rapport de force. Je pose la question à Jean-Baptiste Monnier. Oui, je trouve que la question de la domination est intéressante. Je crois qu'aucun pays aujourd'hui ne peut gagner la course à la technologie s'il est tout seul. Et l'exemple qui était cité avec ASML en Hollande, la Hollande est un tout petit pays, mais c'est le champion de l'ouverture. Ils ont 5000 sous-traitants pour faire ces machines de lithographie. Tous travaillent aux limites de la physique nucléaire, si j'ose dire.
à ces dimensions-là. Et ils ont réussi à faire ce que les Chinois rêveraient de faire, c'est-à-dire faire des machines pour fabriquer des chips de très haute performance. À l'inverse de ça, Xi Jinping a déclaré que l'autosuffisance était l'idéologie nationale, qu'il voulait arriver à cette domination mondiale avec ses propres ingénieurs, même si on a 600 000. Et je crois que là, ce sera le pays le plus ouvert qui gagnera. Et la Chine ne prend pas cette direction. Un mot sur Taïwan, Marc Julienne. Il faut voir qu'aujourd'hui, la grande image de Xi Jinping, c'est qu'il était avec l'armée chinoise. Il a dit que l'armée chinoise devait oser se battre. Il inspectait donc des unités qui opèrent dans une région proche de Taïwan. Donc ça, c'est aujourd'hui, le jour de la visite de Janet Yellen. J'imagine que ce n'est pas totalement un hasard. Il y a effectivement un conflit potentiel entre la Chine et Taïwan. Taïwan qui est aussi un champion de semi-conducteurs. Donc en fait, s'il y avait effectivement une guerre entre Taïwan et la Chine, l'impact sur la technologie mondiale serait énorme. Oui, ce serait le premier impact. Et effectivement, il faut bien le préciser. 2 jours avant l'arrivée de Janet Yellen, il y avait l'annonce de ces mesures de restriction sur le gallium et le germanium. Et le jour même, Xi Jinping visite la région militaire de l'Est, c'est-à-dire celle qui est juste en face de Taïwan. Donc Taïwan est une petite île, 24 millions d'habitants, mais pourtant c'est le grand champion mondial des semi-conducteurs, en tout cas des semi-conducteurs de plus haute performance. Et aujourd'hui, tout le monde est dépendant de Taïwan. La Chine l'est, les États-Unis le sont, l'Europe aussi. Et donc c'est là où se joue énormément d'enjeux absolument stratégiques. Néanmoins, je ne suis pas sûr que l'un ou l'autre, les États-Unis ou la Chine feraient la guerre pour les semi-conducteurs. Je pense que ce serait aller un peu loin. Il y a beaucoup d'autres raisons qui pourraient justifier de la part de la Chine, par exemple, une invasion de Taïwan, mais ce ne serait peut-être pas les semi-conducteurs en premier lieu, parce que la chaîne de valeur des semi-conducteurs, elle est absolument globalisée. Taïwan est très 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 fort dans le produit fini, si je puis dire, mais pas sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On voit bien justement l'interdépendance entre ces différents pays. C'est ce que vient de dire Marc Julienne, Elvire Fabry. Mais on a l'impression aussi aujourd'hui que parce qu'il y a cette rivalité, chaque pays, en tout cas chaque ensemble, essaye de fabriquer, d'aller de plus en plus loin dans la chaîne de valeur. Est-ce que c'est ça qui se passe? Par exemple, l'Europe qui, avec le Chip Act, 43 milliards d'euros d'ici à 2030, avec pour objectif de doubler la production des semi-conducteurs. On parle des Pays-Bas, mais est-ce qu'on n'est pas dans une logique justement d'essayer chacun de tout fabriquer? Au moins, en tout cas, à l'échelle de l'Union européenne, déjà à l'échelon national, plus qu'à l'échelon d'un État membre, puisque là, c'est une entreprise très compétitive aux Pays-Bas dont il s'agit. Mais c'est vrai qu'il s'agit de chaînes de valeur très compliquées et que même entre Européens et Américains, on a besoin de mettre en place une logique aussi de coordination sur ces chaînes de valeur, parce que pour les semi-conducteurs, il s'agit de savoir si on se place sur les semi-conducteurs de nouvelle génération et qu'on met le maximum d'investissement en matière d'innovation, ou si l'on va fabriquer des semi-conducteurs assez basiques dont on a besoin, notamment dans les véhicules électriques, où on a besoin de plus de 3000 semi-conducteurs par véhicule électrique. Là, ce sont des choix stratégiques. Et puis, encore une fois, aussi coordonner des alliances stratégiques avec le Japon, avec la Corée du Sud, à travers le monde. Là où la Chine peut se retrouver elle-même un peu plus isolée et ne pas pouvoir parvenir à fabriquer les semi-conducteurs de dernière génération. Guillaume, ça serait ça, une sorte de volonté en tout cas d'isoler la Chine avec cet accord entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, un peu à leur insu, me semble-t-il d'ailleurs. Oui, c'est ça, mais on a un peu l'impression en fait que la messe n'est pas encore dite, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir d'autres alliances, et on voit bien que la Chine montre un peu la menace avec tous ces terres rares dont on a parlé tout à l'heure, et là, elle a encore des cartes dans son jeu, et là, il y aura peut-être d'autres alliances qui vont se nouer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on a parlé tout à l'heure d'ASML, qui est basée aux Pays-Bas, qui est extrêmement clé, mais il y a cette autre entreprise, TSMC, qui est basée à Taïwan, et qui permet justement d'avoir des puces de 2 nanomètres, c'est un peu la nouvelle frontière, et la pression américaine, c'est de pousser TSMC à construire des usines aux États-Unis pour effectivement devenir autonome. On détricote en réalité l'économie globalisée. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Baptiste Monnier? D'ailleurs, il me semble que c'est le patron, le fondateur de TSMC, pour rebondir sur ce que vous dites, l'entreprise taïwanaise, Maurice Chang, lui, dit le libre-échange est presque mort. Oui. Écoutez, je crois que les Européens ont eu leur Chips Act, les Américains ont leur Chips Act, tout le monde veut des fabs dans leur région. Et évidemment, ça réduit les risques et ça introduit une sécurité meilleure dans l'approvisionnement et les chaînes de supply chain dans les semi-conducteurs. Mais il ne faut pas confondre ces investissements avec une industrie qui pourrait démarrer en Europe, car dans ces usines TSMC en Europe, où qu'elles soient,
ce seront les Taïwanais qui vont s'occuper des process très élaborés qui sont nécessaires, alors que les Européens n'auront pas nécessairement gagné beaucoup de connaissances. Donc c'est une sécurité, mais ça ne veut pas dire qu'on a démarré une nouvelle industrie pour le futur. À nous de maintenant aller plus loin et nous lancer dans de la recherche sur les quantum computing et des technologies qui ne sont pas encore là. Marie-Juliane, de toute façon, effectivement, on a l'impression que l'Europe est quand même très en retard. Enfin, en tout cas, divisée, c'est plus compliqué que les États-Unis. Et la stratégie de Biden, donc tout de même 280 milliards d'aides en août 2022. Rien que dans ce secteur, on se souvient de la visite de Joe Biden chez Intel dans l'Ohio, les puces d'Apple qui pourraient bientôt être entièrement fabriquées aux États-Unis, alors qu'elles sont mises au point aujourd'hui justement à Taïwan. On va quand même dans cette direction. Oui, sur le plan technologique, on s'approche du découplage. Je serais moins sévère sur l'Europe, puisqu'on justement ASML qui produit les machines qui produisent les semi-conducteurs sont fabriqués aux Pays-Bas et le monde entier là aussi est dépendant des Pays-Bas. Nous-mêmes en France, on a ST Microelectronics, enfin, qui est une boîte française mais européenne, qui est l'une des meilleures boîtes dans les semi-conducteurs au monde, d'autres types de semi-conducteurs, mais néanmoins de bonne qualité. Et puis on a aussi une recherche académique qui est forte, mais qu'il faudrait stimuler beaucoup plus. Et là, je suis d'accord aussi avec ce que dit Jean-Baptiste Monnier sur d'autres technologies. En fait, il ne faut pas essayer de rattraper sur la technologie d'hier. Il faut essayer d'anticiper sur la technologie de demain. Et les technologies quantiques, il y a eu un plan français de plusieurs milliards. Annoncé par Emmanuel Macron sur justement le développement de technologies quantiques, donc dans l'informatique quantique, l'informatique de demain ou la communication quantique par exemple. Donc ces investissements sont clés à la fois en Europe, aux États-Unis, en Chine. Comment définir un petit peu l'ensemble de ces alliances, Elvire Fabrice, si effectivement on dit comme le patron de cette fameuse boîte taïwanaise que le libre-échange est presque mort? Non, je pense que là, toutes ces différentes mesures qui sont prises de part et d'autre et la montée de cette conflictualité est en train de changer les règles de la mondialisation. Mais il y a une chose qui est essayer de réduire les dépendances excessives que l'on a dans des domaines technologiques. Et là, on n'a pas encore parlé de toutes les technologies vertes, mais le problème est particulièrement crucial pour les Européens qui doivent absolument développer leur capacité d'énergie renouvelable maintenant qu'ils sont sortis des énergies fossiles russes. Et on dépend terriblement de tous les composants pour ces technologies vertes, de tous les composants qui sont largement produits par la Chine. Mais il va aussi falloir apprendre à jouer sur les interdépendances. Parce que précisément, comme Marc-Julienne vient de le rappeler, le monde dépend de ce savoir-faire néerlandais. La Chine elle-même dépend de plus en plus des technologies européennes. Parce qu'à un moment où les États-Unis eux-mêmes restreignent l'accès à leurs propres technologies. Donc c'est une forme de rééquilibrage et de réassurance mutuelle qu'il va falloir trouver. Guillaume Gralet, parce que c'est vrai que c'était un coup dur pour les Chinois, ce qui s'est passé il y a quelques mois du côté des Américains. On s'est dit, là, c'est vraiment la mesure américaine qui va faire mal aux Chinois que d'interdire les exportations des semi-conducteurs. Oui, et puis là, il y a un autre acteur qui est très intéressant à suivre, c'est l'entreprise Nvidia, donc, qui a été créée par un Taïwanais qui a émigré en Chine, Jensen Huang, à l'âge de 11 ans, qui est installé en Californie, qui a créé cette entreprise assez fabuleuse qui s'appelle Nvidia qu'on a vu beaucoup dans les jeux vidéo, aujourd'hui dans les semi-conducteurs. Et en fait, ce qui est intéressant, en autre effet collatéraux, on a parlé tout à l'heure des gouvernements européens, mais on a également ces entreprises, les patrons de Microsoft, Google ou Nvidia, qui disent souffrir eux-mêmes de ce rétrécissement, de ce repli sur soi mondial de l'économie. Et Nvidia souhaiterait, lui, pouvoir vendre davantage à la Chine. Pour l'instant, on lui dit de ne pas vendre des processeurs trop rapides pour pas que la Chine fasse des progrès trop forts en intelligence artificielle, puisque effectivement, on l'a dit, l'intelligence artificielle, c'est un accélérateur de puissance. Justement, Jean-Baptiste Monnier, c'est compliqué parce que s'il y a une sorte de repli sur soi de chaque ensemble, de chaque pays, ça a aussi moins de croissance. C'est ce que vient de dire Guillaume. Ça peut être aussi un handicap. Est-ce que tout le monde y perd à la fin? Je crois que tout le monde y perd, effectivement. Et l'un des exemples qu'on peut citer, c'est les logiciels open source. Parce que si les Américains, effectivement, mettent en œuvre les menaces de couper les serveurs cloud de Microsoft et d'Amazon, par exemple, les Chinois n'auront plus accès à la pépite qui est dans les logiciels, dans les serveurs Microsoft, c'est-à-dire GitHub. GitHub est le centre mondial de tous les développeurs en open source. Et il y a 100 millions de participants tous les jours sur ces serveurs. 20% sont des Chinois. Ils participent tous ensemble
à cette infrastructure, à cette supply chain dans le domaine du software que l'on retrouve dans tous nos logiciels, dans nos poches, dans nos PC, dans les serveurs, etc. Et les Américains sont en train d'indiquer que peut-être il y aura effectivement une rupture qui pourra se faire si les Chinois exagèrent, ou c'est une conséquence qu'ils considèrent en tout cas maintenant, que l'on peut considérer maintenant. Oui, donc Marc Julien, on est quand même dans un contexte de tension, mais il y a encore de la marge pour que la tension continue à s'accroître, à vous écouter ce soir. On n'est pas encore au point de non-retour là. Oui, malheureusement, oui, c'est un constat qui est relativement pessimiste. Mais oui, effectivement, il y a encore de la marge. Puis les États-Unis, pour eux, comme je l'ai dit, ils considèrent ça comme une question de sécurité nationale. Donc a priori, ils ne vont pas se rétracter sur les semi-conducteurs. Sur les semi-conducteurs, ils ne vont pas se rétracter. Non. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans le pot de la négociation? Et ben pour le moment, en fait, il n'y a pas grand-chose, puisque les Chinois considèrent que c'est aux États-Unis de faire le premier pas. Et les Américains, pour des raisons de sécurité nationale, ne vont pas avancer. Donc c'est là où, en fait, pour revenir à la visite de Janet Yellen, je serais assez pessimiste en fait sur les résultats de cette visite après 3 jours, sur quel dossier ils vont réussir à avancer ou non. Et pour le moment, en tout cas, l'accueil réservé aux officiels américains est extrêmement froid. Donc voilà, c'est pessimiste pour le moment. Donc elle reste 3 jours tout de même. C'est ça qui est quand même intéressant. Est-ce qu'elle va voir peut-être Xi Jinping comme Anthony Blinken qui finalement a vu le président chinois? On ne la savait pas au début. Donc à la limite, c'est si la réunion se passe bien, peut-être qu'elle pourra. Maintenant, Xi Jinping a déjà rencontré Anthony Blinken il y a moins d'un mois. C'est peut-être pas nécessaire pour lui de rencontrer la secrétaire au Trésor. Et ça n'a rien donné, justement, cette visite d'Anthony Blinken, au final? Non, il n'y a eu aucun résultat. En fait, le seul résultat dans la bouche diplomatique d'Anthony Blinken, c'est qu'il y a eu cette visite. Donc, le fait même que la visite ait eu lieu, qu'il y a eu une reprise de dialogue, donc il y a eu une volonté des deux côtés de reprendre le dialogue, c'est déjà un résultat. Donc ça signifie qu'on ne s'attend vraiment pas à grand-chose. Mais sur l'ensemble des autres sujets, il n'y a pas eu de résultat. Et les communiqués officiels du côté chinois étaient assez durs. On a entendu la ministre du Commerce. On n'a pas vraiment encore entendu de réponse côté américain. Elvire Fabry, vous êtes d'accord avec Marc Judian? Il ne va pas en sortir grand-chose finalement de ce dialogue. Je partage le pessimisme de ce que l'on peut attendre de cette rencontre. Lors du voyage de Blinken, ils avaient essayé de remettre un peu la coopération économique sur les rangs en abordant les enjeux de la lutte contre le changement climatique. Le climat, voilà, on essaye de sanctuariser des domaines, le climat, la santé, la gestion de la dette publique. Maintenant, quand on voit que même en matière de décarbonation, on est sur un terrain de concurrence économique, voire de guerre économique, parce que on voit bien, les Américains ont mis en place des moyens financiers, mais aussi des règles du jeu qui sortent des règles multilatérales, et qu'il y a au cœur de cette transition verte cet enjeu de l'accès aux minerais stratégiques, qui est une véritable carte stratégique pour les Chinois. C'est vraisemblablement un terrain aussi qui est très inflammable. Si on veut maintenir une coopération économique telle qu'on l'a menée jusqu'à maintenant. Et on a moins de raisons d'être optimiste que de raisons de se dépêcher de s'engager dans une stratégie de réduction des risques et d'investissement, et pour maintenant passer à une approche de sécurité économique, ce que les Européens ont entrepris de faire en présentant une stratégie de sécurité économique il y a une semaine. Ça veut dire limiter les dépendances, c'est ça, Guillaume, mais en même temps, on voit bien que l'interdépendance reste très forte. Et c'est le discours de Janet Yellen qui avait fait un discours il y a quelques semaines là-dessus, en mettant en avant cette interdépendance entre les États-Unis et la Chine, et que finalement, il ne faut pas l'oublier. Et puis, quand on voit le déficit commercial américain à l'égard de la Chine, donc 700 milliards de dollars d'échanges en un an, avec un fort déséquilibre à l'égard pour les États-Unis. 700 milliards de dollars, je crois que c'est même un record dans les échanges entre les deux pays. Ça continue de se creuser. Alors, je vais essayer de faire un petit peu l'optimiste de service, c'est-à-dire qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle. C'est vrai que là, on a l'impression véritablement que les prédictions d'auteurs comme Kai Fu Lee, qui est un auteur taïwanais qui est professeur aux États-Unis, qui expliquait, qui prédisait cette guerre entre les superpuissances technologiques, elle se réalise. Il pourrait y avoir, comme l'explique Monsieur Monnier, c'est-à-dire avec l'importance de plateformes de recherche ouvertes comme GitHub, une révolte, ou en tout cas un sursaut qui proviendrait cette fois-ci des chercheurs, en expliquant on a besoin de cette recherche ouverte, de cette recherche à plusieurs lectures, de cette coopération internationale. C'est peut-être le petit espoir qui reste pour qu'on aille vers une meilleure coopération. Jean-Baptiste Monnier, comment expliquer que les échanges entre les deux pays aient atteint des records avec ce déficit commercial américain l'année dernière, alors qu'on est dans ce contexte de guerre économique?
Oui, les Américains achètent des produits chinois, ils sont moins chers, ils sont bien faits, ils ont augmenté en qualité. Et les États-Unis sont une société ouverte commercialement. Donc, oui, dans tous les Walmart, c'est des produits chinois que vous achetez, il n'y a rien d'autre. Et donc, ça va continuer. Alors, il y a le Investment Reduction Act de Joe Biden qui a relancé une politique d'industrialisation aux États-Unis à coût de centaines de milliards. Je pense que ça aura un effet. Il y a un deuxième impact qui va se voir aussi, c'est le développement des pays tiers, l'industrialisation, les China Plus One ou China Plus 10, c'est-à-dire les grandes industries américaines ou européennes sont en train de trouver d'autres fournisseurs, comme le fait Apple en essayant de faire assembler ses iPhones à Singapour ou en Inde. Ça mettra longtemps. Certaines sont très compliquées à faire comme Apple, d'autres sont plus faciles à réaliser. Mais on va voir tous les pays dérisqués, comme on le dit, et c'est un terme que Janet Yellen a repris à Ursula von der Leyen. Dérisquer, ça veut dire, Elvire Fabry, être moins dépendant de la Chine. Pour être clair, c'est ça, dérisquer. Mais la Chine elle-même est également engagée dans une stratégie de dérisquage. Le terme n'est pas très beau, parce qu'il faut se souvenir que la Chine a adopté une stratégie qui est d'exporter le plus possible vers le reste du monde, mais de réduire ses importations, être en capacité de produire elle-même et profiter davantage même de la consommation de tous ces milliards de consommateurs chinois. Alors là où il peut y avoir éventuellement un frein un peu du côté chinois dans l'escalade, c'est qu'actuellement l'économie chinoise ne retrouve pas le chemin d'une relance post-Covid que l'on pouvait espérer. La demande des consommateurs n'est pas au rendez-vous et elle a besoin de plus en plus d'assurer cet accès au marché étranger, de pouvoir assurer un développement, une croissance de ses exportations, alors que là, il y a quand même déjà des petits signaux de ralentissement début 2023 par rapport aux chiffres. Ce qui expliquerait qu'elle importerait moins, tout simplement, parce qu'il y a moins de croissance. Oui, mais c'est surtout même qu'elle arrive moins à exporter parce qu'il y a moins de demande mondiale. Donc, si elle ne veut pas prendre le risque même d'avoir un marché européen qui se ferme aussi davantage dans certains secteurs et qui impacte encore plus à ce moment-là sa propre économie, elle a besoin actuellement de modérer un petit peu ses initiatives. Donc elle met en place un système de rétorsion, mais elle n'a pas encore, si je puis dire, déclenché l'artillerie lourde. Marc Gionet, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue géopolitique, justement, ce qui se passe ? La Chine, oui, a une vulnérabilité économique intérieure importante, ce qui fait que ça réduit ses leviers. Donc tout à l'heure, on a évoqué donc, le gallium, le germanium et éventuellement les terres rares aussi, que la Chine a déjà utilisé ce levier contre le Japon il y a 10 ans pour un différend politique et territorial. La Chine a coupé les approvisionnements en terres rares du Japon, dont l'économie repose essentiellement sur une industrie de haute technologie et donc très consommatrice en terres rares. Le problème, c'est que ce sont des sanctions, des leviers qui sont à double tranchant, puisque la Chine est la première productrice de terres rares, de métaux critiques, etc. Mais elle n'est pas la première ressource mondiale. Donc ce que ça a provoqué en 2012, c'est que d'autres pays comme l'Australie ont commencé à développer cette industrie qui est très chère, qui est aussi très polluante, qu'on était bien content que la Chine développe ça, mais à partir du moment où il y a un risque sécuritaire sur nos approvisionnements, et ben on revoit cette question-là et on ouvre des mines ailleurs. Donc c'est ce qui peut se passer aussi sur la menace. La Chine, quelque part. Et donc ça affaiblit la Chine, puisque si les gens justement diversifient les approvisionnements, ce levier chinois est un levier à relativement court terme. Et donc c'est pour ça que la Chine aussi tarde peut-être à utiliser ce type de levier. Et comme le disait Elvire Fabry, elle ne peut pas se couper de certains marchés. Il faut savoir que sur la technologie, le marché américain est déjà quasiment fermé. On a évoqué Huawei, par exemple. Le marché américain est entièrement fermé à Huawei. Donc maintenant, le marché le plus important pour la Chine en termes de technologie, c'est le marché européen, où il y a un niveau des revenus qui sont suffisamment élevés pour consommer des téléphones de grandes marques et qui coûtent cher, de la 5G, etc. etc. Donc, la Chine a besoin de l'Europe et donc il va falloir qu'elle modère un petit peu ses ripostes. Et l'Europe, justement, pour l'instant, donc à part ce Chip Act, donc on a vu qu'il veut investir elle-même dans les semi-conducteurs, elle reste quand même plus ouverte que les États-Unis. Elle reste plus ouverte, elle s'est beaucoup fermée, on l'a vu avec l'épisode de la 5G, notamment sur les infrastructures critiques avec les approvisionnements chez Huawei. Il y a peut-être que l'Angleterre qui s'approvisionne encore chez eux. La bataille se jouera aussi en Afrique, où Huawei, dont on parlait, est extrêmement présent, toujours très présent. D'ailleurs, c'est très intéressant, parce qu'il y a des opérateurs européens qui continuent à utiliser Huawei en Afrique. Et puis
effectivement, la bataille se jouera avec la position des pays tiers. On a parlé de l'Australie tout à l'heure, on peut également, et de l'Inde, on peut aussi parler du Vietnam, du Cambodge, qui récupèrent en partie des usines, effectivement, d'Apple, par exemple, ou de Samsung. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de Jean-Baptiste Monnier, effectivement, tous ces autres pays qui veulent faire aussi de la technologie, qui investissent, qui deviennent en fait des espèces de partenaires, alors qu'au départ, c'était effectivement que la Chine. Voilà, et c'est certainement important. Je pense qu'on pourrait parler aussi de l'industrie des véhicules électriques, qui représente une dépendance, non pas existante, mais une dépendance à venir, et qui, comme vous le dites, est un produit qui nécessite une collaboration entre de nombreux pays. Mais là, les Chinois ont réussi certainement à monter en puissance. Et suite au salon de Shanghai, au salon de Paris, les constructeurs automobiles européens et mondiaux ont été choqués par la qualité des voitures. On s'attend à déjà la Chine, en marché intérieur, est le plus grand marché du monde. Ils fabriquent 50% des véhicules électriques maintenant. Et ça, c'est un risque considérable. Et il va falloir que l'Europe réagisse rapidement pour éviter une nouvelle dépendance majeure. Est-ce qu'on redevient finalement dans ce monde, on est ce monde multipolaire, on en parle beaucoup en géopolitique, finalement là avec cette guerre technologique on pourrait reparler, on peut parler d'un monde multipolaire là qui est en train de se former autour de cette stratégie de de-risking. Alors il y a clairement deux blocs, enfin deux pôles, et puis il y a l'émergence d'autres pôles qui ne veulent pas se laisser embarquer par l'un ou l'autre. Et puis c'est peut-être aussi la question de la mondialisation en fait qui aujourd'hui est remise en question, où avant c'était donc tout le monde gagnait en fait à ouvrir le plus possible les marchés et au libre-échange. Et aujourd'hui, en fait, la sécurité économique a sans doute pris le pas justement sur ce libéralisme, avec cette rivalité qui est vraiment stratégique en fait entre les deux grandes puissances qui sont certes économiques, mais aussi les deux grandes puissances militaires qui disposent de l'arme nucléaire. Et donc effectivement, ce sont ces enjeux-là qui prennent le pas pour les gouvernements aujourd'hui. Et donc pour l'Europe, Jean-Baptiste Monnier avait l'air de dire bon, il va falloir prendre des décisions. Elle décide effectivement d'être moins dépendante. En même temps, les Allemands, enfin, je veux dire, chaque pays aussi a une stratégie très différente à l'égard de la Chine. Les Allemands, avec l'industrie automobile, sont les premiers à vouloir vendre leurs voitures. La France, c'est le luxe. Donc, pas facile. Alors évidemment, là, ce sont des industries de consommation, quoi qu'il y a des problèmes plus sur la sécurité avec l'automobile, me semble-t-il, mais... Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises ces dernières années. À la fois maintenant le lancement d'une politique industrielle avec la flexibilisation des aides d'État, des objectifs de production et même concernant les minerais critiques, des objectifs d'extraction, de raffinage, de diversification dans les approvisionnements. Ça, je dirais, c'est ce qui concerne le renforcement des capacités intérieures. Également sur la protection des infrastructures critiques, Huawei, mais aussi d'autres types d'infrastructures pour que l'objectif, c'est que tous les États membres se coordonnent et adoptent les mêmes mesures de limitation des risques, qu'il n'y ait pas d'inflation, que ça ne crée pas des vulnérabilités. C'est un petit peu un mythe, que tout le monde se mette au diapason, au même niveau, non? Non, je dirais que c'est l'objectif. Tout le problème, c'est qu'on a des pays qui n'ont pas les mêmes modèles économiques, intérêts économiques, même dépendance à la Chine. Donc le travail, en effet, d'harmonisation d'une position européenne vis-à-vis de la Chine est très complexe et sera long. Ce qui est intéressant, là, je dirais que c'est l'initiative qui a été prise par la Commission européenne d'engager un exercice collectif avec les États membres, mais avec les entreprises aussi, c'est fondamental, qu'il y ait tout le secteur privé, dans l'appréciation des risques. Parce qu'on a besoin de critères. Il s'agit de mettre en place une doctrine européenne du de-risking, de limitation des risques, et pour ça, de se rapprocher pour bien pouvoir évaluer et de manière dynamique, parce que les risques évoluent, et de savoir quelles sont les mesures qu'on met en place et comment on actionne aussi tous les instruments qu'on a mis en place. Également les instruments de défense commerciale autonome, sur le contrôle des subventions étrangères, sur la plus de réciprocité sur les marchés publics, le contrôle des investissements entrants. Mais je dirais que le dispositif européen est déjà assez riche. Oui, est-ce que c'est pas une sorte de géant réglementaire, l'Europe? Et c'est pas un peu ça aussi le problème, géant réglementaire, nain budgétaire, pour citer Philippe Aghion? Oui, pour reprendre une décision très récente, on a vu OpenAI, donc la fameuse entreprise qui fait beaucoup parler d'elle, elle a ouvert son bureau européen à Londres et pas dans l'Union européenne, donc on peut peut-être regretter ça. Si on peut se projeter, ce qu'il faut que l'Europe apprenne à faire, c'est peut-être réapprendre à regarder
regardé loin. Hein, les premières prises de position de la Chine sur l'intelligence artificielle, sur l'importance des technologies, ça remonte à 2006, en tout cas public. Nous, on avait quand même tous ces géants, on avait Sagem, on avait Alcatel, on avait Thomson. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alcatel, c'était oui, je vous pose la question. C'était un super Huawei. Et on n'a pas réussi. Alors, il faut peut-être avoir cette vision à très très long terme dont on manque cruellement aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire pouvoir une stratégie, c'est ce que vous c'est-à-dire, il y avait... Bon, je vais faire... mais c'est-à-dire qu'il y a très longtemps, en France, il y avait ce qu'on appelle un plan. On n'a pas une structure, un plan européen. En tout cas, on voit une politique industrielle qui est impulsée par le commissaire européen Thierry Breton, notamment. Mais on a l'impression que tout ça, c'est timide et puis ça vient très tard. Donc, en fait, il faudrait aller beaucoup plus rapidement pour que ça puisse porter ses effets. Il faudrait quoi, une sorte d'agence, un peu comme le DARPA, une agence européenne aussi Oui, par exemple. Et puis surtout, de passer à l'action, parce qu'effectivement, on ne va pas tout le temps parler et prendre des décisions réglementaires. Jean-Baptiste Monnier, pour conclure sur l'Europe. L'Europe a certainement un rôle à jouer. Et je pense que la Chine nous écoutera. La Chine dépend aussi de l'Europe pour de nombreuses fournitures. On parlait d'ASML. Et si jamais ils veulent développer leur industrie semi-conducteurs, ils en auront besoin le jour où les Américains autoriseront ces échanges. Et la Chine doit respecter nos échanges. Je pense que l'Europe a une voix qu'il faut prononcer. Malheureusement, Josep Borrell vient de se voir annuler son voyage en Chine sans préliminaire. C'est un peu dur. Il y a du chemin à faire. Josep Borrell s'est vu annuler son voyage en Chine. Okay. J'ai pas vu ça, mais alors ce sera le deuxième en plus, parce qu'il devait y aller au mois d'avril, et puis finalement comme Ursula von der Leyen est allée avec Emmanuel Macron, alors en tout cas il a eu le Covid, on ne sait pas vraiment si c'était un prétexte ou pas, mais en tout cas il devait y aller en avril, il n'y est pas allé. Donc ça fait 2 fois qu'il doit aller en Chine et qu'il n'y va pas. Sur la question de la norme, quand même, je ne pense pas que ce soit un défaut, au contraire, que l'Europe se muscle en termes législatifs, en termes normatifs, pour justement peser un peu plus fort et éviter d'être, comme disent certains, un joueur et pas le terrain de jeu. Je pense que c'est une bonne chose, tous les instruments que l'Europe a mis en œuvre. Et après, je suis d'accord, maintenant on commence à avoir un cadre législatif suffisamment relativement robuste. Il y a encore du chemin à faire pour essayer de se défendre de concurrence illégale, etc. Maintenant, sans stratégie sur le plan technologique, sur le plan industriel, on n'y arrivera pas. Et sur la dimension de dépendance aussi, ou d'interdépendance de la Chine à l'Europe, il y a ASML dans les semi-conducteurs, mais aussi les machines-outils allemandes qui permettent à l'industrie chinoise de fonctionner. Donc parfois on a tendance à oublier ou ne pas avoir conscience des leviers aussi que l'on a. C'est-à-dire que la Chine produit beaucoup, mais le plus souvent, elle produit sur des machines qui sont européennes. Guillaume ? Peut-être très très rapidement, il y a aussi un autre outil, c'est d'acheter européen. C'est-à-dire qu'on a un peu oublié ça à l'époque d'Alcatel, mais on a effectivement ST Microelectronics, ASML, mais il y a d'autres acteurs moins connus comme Soitec, Calray, et peut-être que ces acteurs européens souffrent de ne pas avoir de commande de l'Europe, tout simplement. Vous voulez conclure ? Il y a un véritable enjeu de capacité d'investissement, parce que pour pouvoir actionner, amplifier le levier des investissements privés, il faut plus d'investissements publics, parce que tous ces domaines d'innovation aujourd'hui sont des gros consommateurs de finances. Et c'est là où il y a ce qui a été initié au niveau européen pour flexibiliser les aides d'État, mais il va falloir aller vers plus de capacités de financement en commun, et notamment des ressources propres pour l'Union européenne, parce que là, le temps est un facteur stratégique de cette stratégie. Sortir du nain budgétaire. Donc, ouais. C'était bien ça. Merci beaucoup Elvire Fabry, Jean-Baptiste Monnier, Guillaume Gralet, Marc Julienne. Merci d'avoir participé à ce débat sur la guerre technologique. Donc on en reparlera parce que c'est passionnant d'abord. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, donc #débat F24 et puis sur le podcast. Restez avec nous.